C'est gâté du côté de Marois, les gars. Une grève a déclenché. Boum. Regarde ça, bao. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose, M. Mbia. Quand vous venez ici fanfaronner, dire aux gens comment... Monsieur, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Je n'étais pas interrompu. Je maintiens mon mot. Quand vous venez ici... Tu m'empêches de parler. Non, mais je vais t'empêcher de parler pareillement. Il faut le laisser. Il a dit c'est pourquoi il dit. Nous avons un devoir. Parlez alors. Parole et vous continuez. Qui vous donne le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent dire? Comment de leur dire? Vous gardez la parole. Vous gardez la parole, Frédolanquet. Vous venez censurer, on doit parler comme ça. Qui vous donne le droit de parler comme ça? On a les références, ou même à l'international. Vous venez ici, vous venez du jour, nous avons juste un... Et on ne doit pas s'offusquer parce que on nous dit que non, on doit parler, je ne parle pas, vous n'avez pas que le peu. Mais non, je vous en prie, soyons gentils, je vous en prie. Et lui, il a été gentil. Je dis aux gens qu'il y a une façon de parler, avec des petits mots, des dialogues. Et vous croyez que vous imposez aux gens. Pour respecter les gens, monsieur. Quel est l'environnement là dont on débat? Nous avons juste un devoir de respect de l'autre. De respect de l'autre et de bienséance. Vous savez, il y a des choses que vous faites parce que vous croyez vous maîtriser l'art de parler. Nous, on a enseigné ça. C'est dans notre sang. Donc, vous tournez le langage là, vous tournez le langage là. Monsieur Zoro, donnez d'abord le montant qu'on a volé chez vous. Vous les volez là. Donnez le montant qu'on a volé chez vous. Vous enfermez l'enfant le puits. Qui vous dit même que vous avez le droit de garder autant d'argent chez vous? Vous venez faire la morale aux gens. Vous êtes professeur d'université. C'est vous qui créez. Vous devenez en quelque sorte une sorte de vampire pour le peuple. Moi, je regarde même de votre... C'est condamnable du point de vue de l'éthique universitaire. Ces appels incessants, ces appels incessants sont un crime par rapport au principe qui gouverne l'université. Je m'explique. Vous savez, notre office en tant que universitaire, c'est en quelque sorte disposer l'esprit de l'étudiant à créer, à inventer. Donc l'université est en fait le creuset de l'éveil des consciences. Et l'expérience que nous avons eue avec le discours que nous avons suivi au départ dans votre reportage, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, c'est une insulte au bon sens. Supposons que celui qui en parle, c'est un président de la République, peut-être de ce côté-là, je vais réduire, je vais diluer un peu mon propos en disant que c'est juste une contradiction. Mais au fait, c'est une insulte au bon sens. Parce qu'une jeunesse dépolitisée, c'est un danger pour la société. Donc je suis d'accord qu'on dise qu'il faut interagir en tant que porteur, en tant que lanterne, en tant que boussole. Parce que l'université a ceci de particulier, qu'il oriente. En fait, on vit une articulation entre le politique, c'est-à-dire que tout ce qui se rapporte à l'exercice du pouvoir, et la production du savoir. Pour produire du savoir, il faut aller considérer comment fonctionne la société. Mais en retour, la société fonctionne à partir des desiderata, des programmes, des priorités définies par le politique, par le président de la République dans notre cas. Donc, on est dans une posture où, en même temps, on doit assumer notre devoir de citoyen, mais en même temps, produire les normes et les principes que devraient suivre et le politique et le citoyen. C'est-à-dire, en même temps, nous sommes donc, en fait, en danger vis-à-vis de nous-mêmes. Lorsque on engage les universitaires, après avoir dit que l'école doit demeurer aux écoliers et la politique demeurer rester chez les politiciens, mais on voit tous les jours notre patron, notre grand patron, contre qui je n'ai plus d'animosité, il faut préciser. Quand on voit le grand patron... Le grand patron contre qui vous n'avez plus d'animosité. Le professeur Famine Nongo. Donc, d'accord. Quand on voit donc
sa démarche. Il dit qu'il est plus fâché. Il était déjà fâché. La démarche avec laquelle il embrigade l'université, les étudiants, à servir d'appât par rapport à ce qu'ils ont comme ambition personnelle. On se pose la question, est-ce que vraiment ils respectent ce que Biya lui-même a dit? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a vu dans les années 90, parce que justement le discours du président de la République, il faut le comprendre, hein, parce que le discours du président de la République, c'est qu'il a compris que la contestation doit être neutralisée. Avec les événements des années de Braise, vous avez vu ce problème entre le Parlement et l'autodéfense. Donc c'est à partir de là qu'il se rend compte, non, l'université est un danger. Il faut que je muselle ces gens. Il faut que je les clochardise. C'est du cynisme politique que Biya fait. On ne peut pas me le nier que je le dise. En fait, c'est ça qui lui permet de se maintenir au pouvoir. En quoi l'universitaire est-il un danger? Regardez bien, revenons à l'histoire. Partons d'abord d'ailleurs. Vous savez que les grandes mutations de ce monde au XXe siècle, notamment après la révolution culturelle, la révolution, là je vais en Chine, c'était la Chine, je vais citer l'Iran, au moins pour les deux cas. En Chine, la contestation des étudiants et des enseignants, des libres penseurs, a abouti, avec les événements de Tiananmen, à la refonte du système. Même si la révolution initiée par les étudiants a échoué, mais en fait ça a permis que le pouvoir se consolide avec les enseignements retenus de ces événements tragiques. Donc la politique, au cœur de la politique, au cœur des mutations politiques internationales, il y a l'apport, le rôle déterminant de l'université. On va prendre l'exemple de l'Iran. L'Iran qui est une grande puissance maintenant, et dont a peur même l'Israël. La révolution islamique de l'Ayatollah Khomeini est le produit de la révolte estudiantine contre le Shah. À partir des campus. Et si on va m'ajouter un dernier exemple en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi Ouattara vient de suspendre en fait, il a aboli les syndicats. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la jeunesse vit de cette politisation. Avec la FESI, vous avez des années où ils ont été au cœur de l'événement. Au Sénégal, c'est pareil. Alors, Biya, qui veut mourir au pouvoir, a dit que moi, je vais dire ce que vous voulez entendre, mais je vais faire exactement le contraire. Donc, il est inadmissible, à mon sens. C'est une trahison des principes des franchises universitaires que des individus, pour les besoins de la pensée, pour les besoins du rayonnement personnel, pour des besoins de flatter, de flagorner, de l'arbinisme, se décident, se déterminent à ne jouer que le rôle de mendiant, à ne jouer que le rôle de vil serviteur d'un prince inexistant. Pour moi, s'il fallait évaluer cet apport, pour moi, donc, ce serait même inscrit dans le code pénal que celui qui mobilise la jeunesse pour l'abrutir et l'agloquiner mérite 10, 20, 30 ans de prison. Et vous allez voir beaucoup de ces professeurs-là seront en prison. Donc, on a connu deux dimensions de notre histoire. L'université n'a-t-il pas la liberté d'adhérer ou pas à un mouvement politique, à une idéologie politique? Je vais vous répondre. Oui, répondez rapidement, s'il vous plaît. Je vais vous dire même le fond de ma pensée. Si le président Biya, avec ses ouailles, pouvait même développer ce pays, moi je dirais même qu'il devait servir, l'université devait être à leur disposition pour conduire ces mutations. Une université qui est déjà dans cet état dans lequel nous sommes, délabré. Un pays qui est dans cet état, délabré. Un avenir qui est aussi absent. De quel droit le politique peut se permettre de se saisir, de porter, de neutraliser toute vérité d'émancipation intellectuelle à travers la mise en place d'un système qui refuse l'autonomisation des universitaires. Parce que ce que nous voyons là,
Tout part à la présidence. Tout se décide à la présidence. On a convoqué les grands pays ici, la France, ça n'existe pas. Et c'est ça qui me choque. Quand mon grand frère Mbia m'interpelle, je me pose bien la question, est-ce qu'il a quand même été voir comment ça se passe à l'étranger? Même le petit Gabon qui est ici. Ne le dites pas. Donc, non, je dis entre guillemets, là, le petit Gabon, là, c'est en tant que pays à grande superficie, non. Le Gabon. Tu n'as pas encore dit. En termes de population, en termes de population et de potentiel. En termes de démographie. De potentiel. Monsieur Zovo, vous ne nous avez pas donné le montant qu'on a voulu chez vous. Donc, laissez-moi tranquille. Lorsque les gens ne sont pas capables d'incarner ce qu'ils ont produit comme rêve pour les Camerounais. Quand le président de la République, je me souviens quand le président de la République a pris le pouvoir, j'étais tout petit, 6 ans ou 7 ans, j'étais dans le Haut-Champ avec mon grand frère qui avait la radio scotché pour suivre les éléments de Yaoundé. Lorsque tout un peuple vous a donné cette confiance et que vous laissez le pays dans la guerre et que vous continuez à abrutir les citoyens, parce qu'en fait, vous voyez pourquoi nous sommes dans cet état, parce qu'il n'y a pas une politisation de la vie politique, intellectuelle, économique de notre pays. Donc il est pour moi offensant de m'interpeller. Vous voyez comment ça se passe en France. Moi j'étais au Canada, j'étais en Belgique. Bon, on va dire que c'est les grandes références. Mais il y a un minimum quand on veut faire, au lieu de venir nous servir une sorte d'évangile de pourrissement qui doit s'imposer, qu'on veut imposer à tout le monde. Moi je me dis donc, votre affaire d'appel, je ne sais pas quoi, République, et vous traversez les mots, parce que c'est sûr que vous ne savez pas les utiliser. C'est quoi la République dans vos choses, dans votre machanage là? Il faut respecter au moins notre statut. L'universitaire ne peut pas se permettre de devenir ce paillasson dans lequel nous sommes maintenant. Il faut revoir votre attitude et dire au ministre Famidon qui vous a envoyé ici. S'il ne peut pas faire la recherche, normalement, vous me parlez de, je crois que c'est 5 milliards par... Non. 5 milliards par... Attends, c'est 5 milliards par trimestre qu'on doit payer. Et ça 17 milliards, pas 5, c'est 17 milliards de primes trimestrielles pour les 6813 enseignants des universités. C'est ce que vous voulez. Mais c'est pas comme ça qu'on organise la recherche. Ça, c'est comme les suppléments, les compléments salariaux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la recherche. Il faut arrêter votre manipulation, monsieur. Bon, je voudrais que je gagne en temps, hein. Tu veux parler. Moussa? Si je veux pas, tu prends mon parole, je parle. Je voudrais dire, mais je veux aussi, après avoir dit cela, qui sera respecté, je reviens peut-être en juillet, août, je voudrais dire quelque chose de fondamental. Monsieur Bonnet, Philippe, vous nous manquez. Lorsque vous nous manquerez. Je sais. Mais lui nous manquerait quand même. Bon, je voudrais dire, parce que nous connaissons un peu, nous sommes dans une démarche spéciale. La question de l'université implique ses fonctionnalités, les enjeux de la société et l'ambition que portent les dirigeants. Donc on ne peut pas parler de la politisation, de la question de la politisation, sans faire le procès de l'université. C'est imbriqué. Donc, je voulais d'abord faire cela. Parce que la question qu'on observe, c'est que, certes, on a dit que l'université devrait être politisée, mais ce qu'on vit, c'est la politisation à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de péché ou de maux ou de maladies qui minent l'université et qui font soit prospérer la fausse politique, soit empêcher que la politique, la bonne, la vraie, où on forge les cerveaux, où on dynamise la conscience, où on densifie l'intelligence des étudiants, soit mise en œuvre. En ce sens, les grands dangers de l'université actuellement, c'est ça, ce communautarisme. Le communautarisme existe. Vous savez, il y a des universités où on ne nomme que les originaires de cet endroit. Ça veut dire qu'on dépolitise l'université. Il y a des endroits où il a parlé de ces histoires de sodomie, ces histoires de sectarisme, de caporalisme, de satanisme. Tout cela participe de la politisation de l'université à l'envers. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose à M. Mbia. Quand vous venez ici fanfaronner,
dire aux gens comment... Monsieur, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Je n'étais pas interrompu. Je maintiens mon mot. Quand vous venez ici... Tu m'empêches de parler. Non, mais je vais t'empêcher de parler pareillement. Parce que moi, je suis la liberté de dire... Il faut le laisser. Il a dit pourquoi il le dit. Nous avons un devoir. Parlez alors. Prenez votre parole et vous continuez. Allez jusqu'au bout. Qui vous donne le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent dire? C'est comment de leur dire. Vous gardez la parole. Vous gardez la parole, Frédolanquet. Vous venez censurer, on doit parler comme ça. Mais qui vous donne le droit de parler comme ça? Docteur. On a les références, ou même à l'international. Vous venez ici, vous venez du jour, on s'avance. Nous avons juste un... Et on ne doit pas s'offusquer parce que on nous dit que non, on doit parler, je ne parle pas, vous n'avez pas que le peu. Mais non, je vous en prie, soyons gentils, je vous en prie. Et lui a été gentil, de dire aux gens qu'il y a une façon de parler, avec des petits mots, des villageois, et vous croyez que vous imposez aux gens. Pour respecter les gens, monsieur. Quel est l'environnement là dont on débat? Nous avons juste un devoir de respect de l'autre. De respect de l'autre et de bienséance. Vous savez, il y a des choses que vous faites parce que vous croyez vous maîtriser l'art de parler. Nous, on a enseigné ça. C'est dans notre sang. Donc, vous tournez le langage là, vous tournez le langage là. Monsieur Zoro, donnez d'abord le montant qu'on a volé chez vous. Vous les volez là. Donnez le montant qu'on a volé chez vous. Vous enfermez l'enfant le puits. Qui vous dit même que vous avez le droit de garder autant d'argent chez vous? Vous venez faire la morale aux gens. Vous êtes professeur d'université. C'est vous qui trahissez. Vous devenez en quelque sorte une sorte de vampire pour le peuple. Moi, je doute même de votre profil. Bon, alors, je doute de votre profil. Ça va vous gêner. Ça va vous gêner. Mais non, personne ne passe. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît Frédolanquet. Non, j'ai dit je doute. Mais il a un parcours, il a une trajectoire. Il a une trajectoire connue. Je ne sais pas comment. Je vous demande juste d'être court. Toute votre stratégie là, c'est pour embrouiller mon discours. Je vais le tenir. Allez-y, docteur. Et si vous ne voulez pas me parler, quand vous n'allez pas la parole, je vais vous empêcher de parler. Restons simplement courtois. Je vous dis à l'endroit de M. Mbia et à l'endroit. Non, je parlerai plus. Moi, je ne parlerai plus. Même si je suis comme je suis, vous savez que vous avez obligation de m'écouter. Oui, obligation parce que je vous fais pareil avec vous. C'est pas sûr. On y va, docteur. Bon, ils ont pris beaucoup de temps. Je ne sais pas comment vous faites vous pour mentir à haute voix. Et pour dire aux gens que nous devons faire ce que le président doit faire. Non. Oui, monsieur Mbia. On doit faire le contraire de ce qu'il veut parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et parce qu'il a trahi et l'université et le peuple camerounais. Je m'explique. Lorsque un monsieur arrive au pouvoir, 82, bon, le président a lui dit quelques temps après d'aller le représenter pour... juste avant cela, le représenter pour le Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. Et c'est sa dernière fois qu'il a assisté à cela. Depuis 43 ans, il n'y a pas de Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. C'est un crime. Et on me dit ici, on doit faire ce que le président dit. De quel droit? Vous voulez caporaliser les gens jusqu'à quel niveau? Et il y a une façon que vous devez parler. Lorsqu'il y a un manque devant vous, et on doit se taire. Ou bien on doit rentrer dans la coquille. Je vous rappelle, monsieur Mbia, qu'il y a 2 conditions pour être universitaire dans les normes. Professeur être savant. Professeur Mbia. Monsieur Mbia, vous expliquez là-bas, je m'en fous de ça. Oui. Il y a une dimanche. Je doutais de votre profil d'université. Donc c'est parce qu'on vous appelle professeur que vous êtes autre chose. Mais ça vous enlève quoi? Vous ne pouvez pas copier les chez les autres. Et ils ont besoin de dire docteur, professeur, tout ça là. Respectez-vous votre âge aussi et votre grade. Lequel? Vous êtes professeur, j'imagine. Oui. Oui. Et on n'est pas obligé de vous appeler professeur. On peut vous dire monsieur Zoro. Non, ne le distrayez pas. Laissez-le aller. Non, vraiment, la petite distraction ne va pas fonctionner. Vous êtes ligué contre moi et vous allez avoir ce que vous devez avoir. Et je dis donc, l'universitaire, en principe, c'est d'abord un savant, savoir savant. Mais aussi quelqu'un qui est engagé à créer des convictions. Parce que dès la base, l'université ne forme pas des bénis-oui. L'université forme des esprits dissidents. Pour faire de la recherche, il faut être dissident. Il faut prendre un chemin de traverse pour découvrir. Ce qui tue dans ce pays, c'est cela. Parce qu'il y a une sorte d'inversion où les gens les plus dociles sont propulsés. Parce que parfois, ce sont les gens les moins capés au niveau de la pensée critique.
Et c'est le système qui a voulu cela comme tel. Parce que ça. Un pays. Einstein disait que inventer, c'est penser à côté. Oui, à côté. L'université est devenue le fardeau. Parce que le professeur Messanga devenu un fardeau pour ce pays. Un fardeau pour la société. Une malédiction pour cette nation. C'est ça. Parce que ce sont les dissidents qui sont promus. C'est ce que le professeur Messanga. Non, mais laissez-moi son temps de parole, s'il vous plaît. L'université est devenue un anti-modèle. Voilà les anti-modèles de tout le monde. Des gens dont les seules références, c'est le titre, c'est le grade. Et c'est eux donc qui sont les vecteurs du désordre, des vecteurs de l'asservissement dans la société. La question fondamentale qu'on doit se poser, là maintenant, comment faire que l'université devienne le vecteur de notre accomplissement? Fondamentalement, comment les universités peuvent-ils travailler au progrès de notre pays et de l'humanité si l'université est ainsi détruite? Vous savez, voici un livre. Je remercie le docteur Moussi qui m'accompagne, Abel, qui m'a apporté un beau petit livre, Henri Michel, La barbarie. L'université actuelle est entre la barbarie et la destruction. Barbarie et destruction. Entre les deux binômes, barbarie et répression. Barbarie et destruction. C'est ça. Parce que dans un monde qui a un tel taux de banditisme, même le banditisme intellectuel, parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des universitaires normaux, c'est des bandits. Des bandits qui sont à la quête d'un trésor. C'est pourquoi il s'agit beaucoup. L'université doit poser cette question. Comment naître de nouveau pour s'émanciper du conflit infâme de la routine, de la sottise et de l'immobilisme? C'est la question fondamentale. Est-ce que l'université peut naître de nouveau? Oui. Il faut qu'il y ait une réforme de l'université. Si en l'état on laisse ce vieux machin-là comme ça, où on a des enseignements du Moyen-Âge, sans effort, il y a eu des gens qui ont proposé, même le CNES a proposé des choses, mais tout ça est dans les coffres de la présidence. Parce que les gens ces gens-ci, dont les compétences sont hypothétiques certainement, je ne parle pas vous dire peut-être, mais qui sont au cœur du pouvoir, ils n'ont pas besoin des citoyens engagés. Ils ont besoin des dociles, déjà des bénis oui. Or, un pays où le griotisme, appuyant sur rue, est condamné. Un pays où l'aplaventisme, que vous voyez là, prévaut, où des gens ne quittent que le miel du pouvoir. C'est un pays perdu. Un pays où les chercheurs comme eux ne peuvent pas avoir, un pays où les chercheurs comme eux ne peuvent pas accepter, souffrir avec le peuple. C'est départi de tous ces petits carburants, tout ça. Qu'est-ce que ça veut devenir? C'est pourquoi il parle de politisation à l'envers. Mais est-ce qu'avoir des convictions favorables au régime, c'est de l'apleventrisme, c'est du cirage de pompe forcément? Non. On a connu des gens qui avaient de la retenue, de la tenue, de la distance. Ce que nous critiquons, c'est que les gens qui veulent embarquer tout le monde dans le griotisme, dans le larbinisme, ça pose problème. Et c'est ça ce que j'appelle la politique à l'envers. La politique n'est pas ce qui promeuvent là, ce verbiage-là. Non, l'autre a dit comme ça, l'autre a dit comme ça. L'universitaire n'est pas un réciteur. L'université, c'est un penseur. Et malheureusement, là maintenant, l'université est en panne de pensée critique. Pourquoi? Parce que eux qui sont supposés ouvrir le cerveau des enfants, les abrutissent. Comme il dit là, il y a une façon de parler, il y a une façon de se tenir. C'est pas ça l'université. L'université brise la barrière pour découvrir l'or qui se cache sous terre. Ça pose un problème. Quelle est la responsabilité des universités aujourd'hui dans ce que nous vivons? Ils ont une lourde responsabilité. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réforme de l'université, justement. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réelle autonomisation des universités, parce qu'ils ne peuvent pas gérer les cas comme nous. Et nous sommes nombreux. Les gars qui ont l'esprit affûté, les gars qui ont de la créativité, ils doivent soit les soumettre par la secte, soit les soumettre par le mysticisme, soit les soumettre par la peur. Et notre devoir, chers collègues,
c'est sortir de cela, naître de nouveau, naître de nouveau, parce que ce n'est pas seulement Biya qui va le faire, parce que si ça ne dépendait même que ces gens-là, même Biya là, il a dit, le Biaïs, mon neveu Moussanga, parfois Biya est dépassé, et je vous dis, par rapport à cela, que tous les maux de la société, ce n'est pas parce que Biya ne veut pas faire quelque chose, parce qu'au cœur de la chose, il y a des individus qui ont beaucoup de pouvoir, qui empêche la réalisation de ces choses-là. Qu'est-ce qui peut justifier qu'en 43 ans, tous les ministres successifs n'ont pas pu convaincre le président de la République que la question de la réforme de l'université, la question de la réforme de l'école est indispensable à l'émergence de ce pays. Ça pose problème parce que lorsque nous voyons des gens comme Jean-Paul Biya venir ici réciter les auteurs, or, ce sont les décideurs du municipal. On comprend que, même quand Biya dit, je lui écris, il répond que, faites une enquête par rapport à ce cas, il s'assoit sur le dossier. Il s'assoit sur le dossier. Il s'assoit sur le dossier, pourquoi? Parce que, ils disent que, si je rentre à l'université là-bas, je vais pervertir la jeunesse. C'est-à-dire quoi? Je vais ouvrir les yeux aux gens pour qu'ils voient leur petit complot. Vous n'êtes pas à l'université? Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. J'ai toujours reçu M. Nké. J'ai toujours reçu M. Nké. En 20 ans, j'ai toujours reçu M. Nké, qui est un frère et ami et collègue. Toujours reçu. Qu'est-ce qu'il vient de saluer, ça veut dire que tu as reçu. Vous allez organiser les réformes de l'université quand vous. Donc, nous rencontrer, c'est un problème. C'est un événement. M. Nké. On a toujours changé sur notamment les questions liées à cette évolution de l'université. On a toujours abordé ça. On a toujours M. Nké. On a parlé des choses des villageois. C'est tout. On a parlé des choses qui peuvent éduquer l'esprit. Je ne sais pas comment un intellectuel, comment un université, comment un villageois qui va rencontrer l'autre, c'est tout. Bon, moi, vous ne voulez pas dire que je suis villageois. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Fondamentalement, le président de la République a la responsabilité d'écouter et de faire prévaloir les lois que lui-même a édictées. Comment récemment ils ont créé la loi, la nouvelle loi d'orientation, je ne sais pas quoi, non, jusqu'à présent on n'a pas signé le décret d'application. Je ne suis même pas comme ça en train de vouloir trop bavarder, mais ce qui se passe du côté de Marois vraiment montre à quel point Issa Chiro Mabakari est en train de faire feu du côté de Marois. Et vous connaissez que le Nord a déjà tourné le dos et tout dit. Alors pour tous ceux-là qui viennent donc de découvrir la chaîne, partagez cette nouvelle dans tous vos forums, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. On se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars. Bon.